permettez que je ne suive pas l'ordre des questions. Les questions devraient être regroupées. Il y a des questions plus pertinentes que les autres et d'autres qui devraient vite trouver des réponses de clarification. Pour la crise financière, c'est ça la première question. Si je dis que nous sommes dans une crise financière, c'est ce qu'on appelle... nous avons pris des mesures d'austérité. Nous ne sommes pas les seuls. Hein? Nous ne sommes pas les seuls à prendre des mesures d'austérité. Comme on dit. Nous prenons des dispositions. La première, le point de départ, c'était les élections. Il y en a qui ne voulaient pas qu'on tienne nos élections. Il y avait un basket fund qui était prévu. Les partenaires techniques et financiers y déposaient leurs contributions. Et à quelques semaines des élections, l'Union européenne qui décide d'arrêter. Parce qu'ils avaient tout essayé, nous avions résisté. Et dans des notes confidentielles, ils disaient, si on ne finance pas les élections, ils ne tiendront pas les élections. Et pouf, le 27 juillet, après le 26 juillet, ce sera un vide constitutionnel. Il n'y aura pas de président au Burundi, il n'y aura pas de parlement, il n'y aura personne. Donc, il faut qu'on fasse ça. Et nous avons dit, nous pouvons financer nos élections. Et nous avons dit, et même la suite, nous devons apprendre à voler de nos propres ailes. Cela va vous sembler bizarre. Relisez le discours de Ngenda Ndoumoué en 1962, dans son discours à l'indépendance. Il a dit, le Burundi dépend à 50% de l'aide extérieure. Mais c'est une honte que 50 ans plus tard, on dépende toujours de 50% à 50% de l'aide extérieure. Et il disait dans son discours, méfiez-vous de cette aide extérieure. C'était en 62. L'Occident vous donne l'argent et le technicien et la machine. Une fois que l'argent, il a déjà récupéré, il récupère le technicien, mais il vous laisse la machine déjà usée et vous ne savez pas quoi en faire. C'était en 62. À dire que 3 samailles. Il disait qu'au mois de février 2016, le Burundi ne serait pas en mesure de payer ses fonctionnaires, de payer ses soldats, de payer ses policiers, et que ce serait le chaos. Mais jusqu'à l'heure actuelle, les fonctionnaires de l'État sont payés. Et il n'y a pas de retard. Et il n'y aura pas de retard, il n'y aura pas d'arrêt. Donc nous sommes en difficulté financière comme d'autres pays sont en difficulté, mais nous tenons le coup et nous allons trouver des solutions. Il y a un problème de devises, oui. Nous avons trouvé des voies et moyens de récupérer les devises en disant par exemple que toutes les ambassades, les ONG qui opèrent sur le territoire national doivent ouvrir leurs comptes à la Banque centrale pour y déposer leurs devises. Et certains ont commencé, comme des ONG, à utiliser des comptes au Rwanda et ils traversent pour amener cela dans des mallettes, pour ne pas faire passer cet argent dans les comptes de la BRB. Ça, on sait. Et d'autres citoyens burundais, quand vous leur envoyez de l'argent à Western Union, ils préfèrent que vous l'envoyiez au Rwanda ou au Congo pour traverser et aller chercher cet argent. Mais c'est une crise, certes, mais qui n'est pas une catastrophe. Nous trouvons des solutions et des solutions durables. Cette fois-ci, on ne veut plus dépendre à 50% de l'aide extérieure. Une question sur les questions sur Arusha. Je ne vais pas entrer en détail, mais je répéterai ce que le juriste a dit, et c'est la question lui est adressée, même s'il y a une autre question qui parle d'Arusha. Un accord de politiciens ne peut pas remplacer
une constitution votée au référendum par toute la population. Un accord politique n'a pas valeur normative. Et troisièmement, l'accord d'Arusha a été voté par l'Assemblée nationale, par le Parlement burundais, comme une loi ordinaire. Donc, l'accord d'Arusha étant une loi ordinaire maintenant, ne peut pas supplanter la loi mère. Alexis Nduhije, Hima, Buyoya, Hima, Bagaza, Hima, etc. Je ne vais pas me risquer sur le terrain de l'anthropologie. Je ne suis pas très fort. J'apprends bien des choses et ça me passionne. Mais tout ce que vous voyez, tout ce qui se passe, ces gens sont dedans. Buyoya est derrière, d'une certaine mesure pacifique, Nina Hazoué est dedans. Et ils ont été plus malins que beaucoup d'entre nous en passant par des voies qui ont maintenant bonne oreille. Les ONG, il a parlé d'ONG qui sont utilisées maintenant pour déstabiliser les États. Il y a un professeur américain qui écrivait, ça se trouve dans le livre de Payan, les carnages dans la région des Grands Lacs. Il disait, c'était en 2000, que les ONG sont le moyen le plus efficace pour déstabiliser les États. Donc les Américains utilisent ça, tous les gouvernements du monde utilisent les ONG pour vous répondre Human Rights Watch, etc. Mais ces chercheurs sont payés. C'est des recherches qui sont commanditées. Et on paye ces chercheurs, on leur dit voilà, objectif à atteindre, c'est celui-ci. Voilà. Donc je pense que la question, on peut comprendre cela. Alors au Burundi, si vous voyez comment les organisations de la société civile se sont formées, et il y a une chose qui pourrait peut-être vous échapper, mais si vous faites le lien, vous trouverez que c'est la même chose. Prenez le point de départ, la Ligue Iteka. La Ligue Iteka, Ndadaye était membre fondateur de la Ligue Iteka. C'est pour vous dire qu'une organisation de la société civile n'est pas exempte de politique. Les politiciens peuvent entrer dans la société civile. Moi-même, je suis un ancien de la société civile. J'étais le secrétaire général de CPAJ, qui est un collectif pour la promotion des associations de jeunes. Et maintenant, mon point de chute, c'est en politique. Pacifique Nahazoué peut se cacher dans le Focodé, force, mais le point de chute, c'est la politique. Vous l'avez vu dans le Sénarède. Mabobori Catherine, qui était la présidente du CAFOB, collectif des ONG et associations féminines, vous l'avez vu à l'UPRONA, etc., donc porte-parole du premier vice-président. Donc, les ONG ne sont pas exemptes de politique, mais les puissances occidentales utilisent ces ONG, la société civile, pour pouvoir déstabiliser, faire des contrepoids contre les gouvernements et les déstabiliser. Raison pour laquelle, si vous prenez la Ligue Iteka, après le premier président qui était avec Ndadaye Nindorera Eugène, qui était le premier président de la Ligue Iteka, après c'était Sebou Dandi. Sebou Dandi qui a dirigé la Ligue Iteka. À la fin de son mandat, il a fondé l'OAG. Je sais pas si vous connaissez l'OAG, Observatoire de l'action gouvernementale. Il a été remplacé à la Ligue Iteka par Pina Karutimana. Nakarutimana, puis à la fin de son mandat, il a formé Force. Et puis Nakarutimana, la Ligue Iteka a été remplacée par Kavumbagu. Kavumbagu, à la fin de son mandat, il a fondé Kosome. Et Kosome devient membre de Force, OAG devient membre de Force, etc. Et si vous prenez Kavumbagu, Nakarutimana, Sebou Dandi, tous ont dirigé la Ligue des droits de l'homme dans la région des Grands Lacs, la LDGL. Et quand vous prenez, le président prend une mesure de libération des prisonniers, eh bien, vous avez une déclaration de LDGL qui condamne, vous avez l'OAG qui condamne, vous avez Force qui condamne, Ligue Iteka qui condamne, Ecosom qui condamne, et les gens vont dire la société civile burundaise condamne en bloc, alors que c'est une clique d'individus qui se mettent dans un salon et qui s'entendent. Et toutes ces ONG, ces organisations, l'audit est fait, l'audit financier est mené par une organisation qui s'appelle
qui s'appelle, une société qui s'appelle, ça va me revenir, mais qui appartient à Sebudandi. Donc, les Blancs vont donner de l'argent à ces associations, leur demander un audit financier, et l'audit financier sera opéré par eux-mêmes, par un des leurs, etc. Donc, ça devient comme un cercle vicieux. Donc, Human Rights Watch ou Crisis Group, comprenez que c'est la même chose. Vous avez vu avant Arusha dernièrement une déclaration de International Crisis Group. Mais International Crisis Group, qui sort ça, qui est dirigé par Jean-Marie Guéhenno. Mais Jean-Marie Guéhenno est lui-même l'ancien président de HD. HD qui vient dans le dialogue inter-burundais chez Mukapa. Et celui qui dirige HD dans la région de l'Afrique francophone est président du conseil d'administration de Oxfam, de MSF. Donc, vous allez trouver que ces mêmes personnes qui dirigent les ONG sont en même temps dans des trucs, société civile, etc., mais c'est des gens qui sont les mêmes. Enfin, Buyoya putschiste, vous dites vous n'allez pas vous dialoguer avec des putschistes, mais Buyoya, c'est le premier putschiste. Effectivement, il est putschiste, on le sait. Il est dans le putsch, on le sait. Malfaiteur, malveillant, comme vous voulez. Mais ceux qui ont apparu dans le putsch du 13 mai, Buyoya n'est pas dedans. Ceux qui ont apparu, Buyoya a toujours été malin. Même le putsch de Ndadaye n'apparaissait pas. Il utilisait Ngeze et les autres bêtes. Mais lui, il n'apparaissait pas directement. Mais on sait qui a fait quoi. Alors, nous parlons du putsch du 13 mai. Parce qu'après les élections, le retour à la démocratie en 2005, c'est supposé que le reste est traité par la CVR. Et aussi longtemps que la CVR n'aura pas fini son travail, nous, on ne peut pas aller puiser là-bas en disant « toi, c'est ceci, toi, c'est cela ». Vous avez vu Boussokoza qui était élu parlementaire de l'IPRONA, alors que Boussokoza est parmi des gens qui auraient assassiné Ndadaye, mais il était sur une liste bloquée de l'IPRONA. Et il a même été premier vice-président de la République parce que c'est son parti qui avait présenté son nom et c'était un élu du peuple. Donc, on a cet imbroglio dans la politique burundaise, dans cette démocratie de partage. Ce n'est pas who wins takes all. On a encore cette difficulté, on devra avancer. Bon, alors, les quotas d'Arusha, c'est encore une autre problématique. Dernièrement, les envoyés spéciaux, vous voyez dans le dialogue inter-burundais, quand on va à Arusha, Luc Michel disait c'est un piège. On sait bien que c'est un piège, mais on y va pour accompagner ce processus. Vous n'allez pas dire non complètement. On est en politique, on sait que les acteurs, ce n'est pas le Sénarède. Le Sénarède vaut quoi? Vaut rien. Il n'y a rien. Est-ce que vous avez des membres du Sénarède au Burundi? Il n'y en a pas. Vous prenez tous ceux qui sont dans le Sénarède, ils ont eu 0,2, 0,1, 0,6. Vous prenez toutes leurs voix, vous mettez ensemble, ils n'auront jamais 2%. Ils ne représentent personne, mais sont soutenus par les colons, sont soutenus par l'Occident. Moi, je ne suis pas diplomate, je m'excuse, je ne suis qu'un communicant. Je dis les choses telles qu'elles sont. Je ne mâche pas mes mots. Et je l'ai toujours dit, que ce soit aux affaires étrangères en Belgique, au département d'État américain, je leur ai parlé de ça. Je leur ai dit, mais vous prenez Nyangoma qui dirige le Sénarède. Nyangoma, d'abord, a un contentieux de sang avec le CNDD-FDD. Nyangoma, c'est pour vous répondre, monsieur, vous dites qu'on doit prendre n'importe qui sur la table. Mais Nyangoma, en 98 ou en 98, si vous voulez, il a été débouté du CNDD-FDD. Et il est resté avec une centaine de combattants. Il est allé signer un accord de cessez-le-feu avec Buyoya en 98. Mais est-ce qu'on a eu la paix en 98? La guerre s'est intensifiée. Donc Nyangoma avait trompé la vigilance de la communauté internationale. Les gens avaient cru que finalement un chef rebelle venait de signer un accord de cessez-le-feu. C'est ce que je disais au département d'État américain. Je dis, mais relisez vos dépêches, relisez ce que vous avez écrit en 98. Vous disiez, voilà enfin la paix au Burundi, mais vous vous êtes trouvé avec un farceur, avec un escroc. Parce que la guerre s'est intensifiée. L'accord d'Arusha de 2000, est-ce que c'est ça qui a ramené la paix? Est-ce qu'il y avait même accord? Vous avez dû... Mandela n'avait pas de temps, pour vous dire la vérité. Il a dû aussi appeler Clinton, venez mettre la pression sur les Burundais, qu'ils signent vite, vite. Et les uns disaient, oh, je ne signe pas, mais si, signe, avec réserve, il n'y a pas de souci. Signe seulement, nous on part avec un accord. Mais est-ce qu'on a eu la paix en 2000?
La guerre s'est intensifiée. On a eu la paix qu'en 2003, quand il y a eu l'accord de cessez-le-feu, quand Nkurunziza est venu et a signé, c'est là où la guerre s'est estompée sur tout le territoire national, sauf quelques poches de résistance du FNL. Donc pour vous dire que la farce s'en arrête, les gens l'ont comprise et Nyangoma a été enlevé de la tête. Mais Nyangoma trompait la vigilance, disait, voilà, si moi je viens négocier, la guerre va s'arrêter. Je leur ai demandé, est-ce que vous pensez que Nyangoma peut maîtriser Musaga? Est-ce que vous pensez que ceux qui sont en train de tirer à Mutakura, Nyangoma les connaît? Est-ce qu'ils connaissent Nyangoma? Ils ne connaissent pas Nyangoma. Alors, Nyangoma n'est pas le véritable interlocuteur, il ne cherche qu'avoir un poste, c'est tout. Mais il ne représente rien. S'il faut négocier avec tout le monde, au Burkina Faso, on aurait négocié avec Diendéré. L'Union africaine a dit non. Ce n'est pas deux pas deux mesures. Les putschistes au Burkina Faso, ils ne négocient pas. Ils sont en prison. Les putschistes au Burundi, ils ne négocieront jamais. Ils doivent aller en prison. En plus, vous dites que vous êtes politicien à la retraite. Moi, je ne suis pas à la retraite. Non, je ne suis pas à la retraite. C'est que je suis dedans. Je sais ce qui s'est passé. Certains sont en prison et d'autres vont mettre la cravate et dire, voilà, maintenant, nous, on vient négocier. Il n'y a pas deux pas deux mesures. Le putsch est condamnable. À 2 reprises, le sommet de l'Union africaine, le sommet des chefs d'État a condamné le putsch. On ne peut pas nous imposer de dialoguer avec des putschistes au moment où on le condamne ailleurs. Et on a dit aux Français, on a dit aux Belges, le jour où vous prendrez ceux qui sont en train de vous tuer, au jour où les Américains iront négocier avec Al-Qaïda, et que les Français et les Britanniques vont négocier avec ISIS, et que nous, on nous dira qu'en Somalie, il ne faut pas qu'on aille débouter les Shabab, qu'on va les écouter et négocier avec eux, et que Boko Haram sera appelé sur la table de négociation, ce jour-là, nous accepterons, nous irons négocier. La crise n'est pas terminée. Dites-vous, elle est passée. Ce que nous avons vécu, c'était vraiment un véritable feu. Maintenant, ce n'est pas une crise. C'est des contraintes de gestion d'un État comme partout. Comme les Français sont en train de gérer des problèmes, tout le monde gère des problèmes. Nous aussi, nous gérons des problèmes, mais ce n'est plus une crise. Il n'y a pas de crise institutionnelle, les institutions sont là. Il n'y a pas de crise politique, tout le monde est là. Il n'y a pas de crise sécuritaire, partout. Allez à Mutakura, prenez votre bière, il n'y a pas de souci. Quelqu'un peut se cacher et lancer une grenade, eh bien, c'est un terroriste, on continue à le chercher. Alors, la punition des gens qui salissent le pays. Et 60%, 40% à cause... Ceux qui veulent ramener Arusha, les débats se prennent eux-mêmes, ils se tirent une balle dans le pied. Les envoyés spéciaux britanniques, Union européenne, Union africaine, l'envoyé d'Obama dans la région des Grands Lacs, à Arusha, ils ont tenu ce discours. Ils ont dit, mettez-vous là-bas, dans 3 mois, vous avez une solution. C'est moi-même qui ai donné la réponse. Je leur ai dit, OK, vous dites que dans 3 mois, on peut trouver la solution. Ici, dans la salle, vous avez vu qu'il y a une dame qui représente les toits, qui dit, vous parlez de 60% et de 40%, vous n'avez jamais parlé des toits. Nous aussi, on veut entrer. Pour entrer dedans, il faut réviser la Constitution et leur donner aussi ce qui leur est dû. Il y en a qui ont négocié que c'est la protection de la minorité. On était là, il y avait des gens radicaux qui disaient « Nous sommes ici pour défendre les droits de la minorité ». Ah bon? Et voilà le débat maintenant, la minorité. Est-ce que c'est les Tutsis ou c'est les Tois? C'est quoi la minorité? Si nous rentrons encore une fois dans ce débat, ça prendra combien de temps? Parce qu'à Arusha, les Tutsis avaient le pouvoir militaire, ils ont pu négocier d'être appelés minorité. Maintenant, les Tois, quand même, ils ont 1%. Ils devraient être appelés la minorité à protéger. Alors, si on finit la question des Tois, je ne sais pas combien de temps ça devrait prendre,
il y a aussi d'autres personnes qui vont venir, les Ganois, qui vont dire, voilà, nous aussi, nous voudrions entrer dedans, les Ganois. Ils négocient pour être appelés une ethnie. Alors, ça, c'est un autre débat qui risquerait de prendre longtemps. Certains vont dire oui, d'autres vont dire non. Mais quand on aura fini avec les 4 ethnies, il y a une autre ethnie au Burundi, puisque la Constitution reconnaît la double nationalité. Il y a une autre ethnie qui va venir. Si Luc Michel avait une Burundaise, qu'il avait un enfant, l'enfant serait à la fois belge et burundais. Mais comme Luc Michel, nous, c'est la paternité qui définit aussi l'ethnie, est-ce que cet enfant serait Hutu ou Tutsi? L'enfant ne prend pas l'ethnie de sa mère, l'enfant prend l'ethnie de son père. Alors nous avons beaucoup de gens, beaucoup de Burundais qui sont comme ça, qui n'ont pas d'ethnie, qui n'ont pas le droit d'entrer au gouvernement, qui n'ont pas le droit d'être à l'armée, à la police, parce qu'ils ne sont pas dans ces quotas. Et ces gens aussi, quand on va amener le débat, vont aussi réclamer d'être dedans, en disant, voilà, nous aussi nous voudrions. Alors, combien de temps cela devrait prendre? Raison pour laquelle j'ai dit à ces envoyés spéciaux, vous ne connaissez pas le Burundi. D'abord, vous avez commis l'erreur de nous amener à Arusha. Au Burundi, nous avons un quartier qui s'appelle Arusha. Alors, les gens voient Arusha 2, il y a Pancras qui écrit Arusha 2, des gens qui commencent à dire, voilà, maintenant, moi aussi, je vais aussi construire une maison à Arusha, quelque part. Donc, les gens sont venus, non pas pour aller vite, mais pour aller doucement et gagner un peu de sous. Mais comme vous, les Blancs, vous avez de l'argent à jeter par la fenêtre, jetez cet argent, nous sommes là. Il n'y a pas de souci. Alors, je pense avoir... vous parlez du génocide de 72 qui n'est pas reconnu, qui n'y a pas de pierre, de monument. Bon, il y a déjà un pas. Vous savez, nous avions, pour la Cour d'Arusha, prévoyait la CVR. La CVR allait nous aider à élucider tout ça et à trouver une voie à suivre. Bon, il y a eu quelques problèmes et quelques distractions. Mais je pense que c'est votre droit de le réclamer. Vous avez une organisation qui est forte, qui est solide, qui a fait une manifestation à Bujumbura. C'était la première fois, avant c'était toujours à l'étranger. Moi je pense que il faut qu'on vous soutienne. Alors, le reste, je laisse à mes amis, mais celui qui pense que je n'ai pas répondu à sa question, la campagne de médias... Nous, le gouvernement du Burundi met en avant un dialogue inter-burundais à l'intérieur du Burundi et à l'extérieur. Est-ce qu'ici, ce n'est pas un dialogue? Est-ce qu'on doit nécessairement dire, voilà, c'est tel qui vient, c'est tel qui vient? Nous avons combien d'organisations de la société civile au Burundi? Il y a plus de 6 000 qui sont agréées. Quels critères utilisent-ils pour décider que c'est Focodé, que c'est Olicom? Je dis, mais tenez, Olicom, c'est même une organisation de lutte contre les malversations économiques. Comment vient-il dans un débat sur la Constitution? Donc, il y a 2 poids 2 mesures. Il y a combien d'organisations de la société civile ou de la diaspora qui ne sont pas invitées? Donc, c'est une organisation calamiteuse, catastrophique, qui dérange même parce qu'eux-mêmes ne savent pas qui inviter, qui ne pas inviter, parce qu'ils travaillent sur injonction. Il y a une pression de l'Union européenne. Quand c'est l'Union européenne qui paye, va décider aussi qui doit venir et qui ne doit pas venir. Alors, l'Union européenne paye et dit, vite, vite, fais quelque chose, fais quelque chose. Au mois de mai, c'était les Américains qui avaient payé. Et en plus, après avoir payé, arrivé à Arusha, ils ont vu que Nyangoma commençait à prendre des positions. Ils ont payé $1 million à une ONG qui s'appelle HD pour aller former le Sénaret, afin que le Sénaret reste solidaire. Parce que Perriello trouve que les élections américaines approchent, il saute sans avoir fait quoi que ce soit. Il est prêt à dépenser tout ce qu'il faut afin qu'il y ait quelque chose. Arusha a fait ceci, etc. Maintenant, il ne sait plus sur quel pied danser. Il dépense beaucoup d'argent et ça ne marche pas. Les forces de police qu'on envoie, vous savez le piège qu'il y a dedans. Je vais vous dire franchement, quand vous envoyez un policier de l'ONU, vous lui donnez aussi 2 ou 3 autres qui vont le protéger et qui sont armés. Alors, s'il vote 228 et que le gouvernement accepte,
on n'aura pas que 228, on aura 800 et quelques qui seront au Burundi. Et vous verrez des véhicules blindés, des policiers avec des armes qui sont là. Soi-disant qu'ils protègent les autres, alors qu'ils viennent avec d'autres agendas. Dites-moi, au Congo, ils ont quand même une force des Nations Unies, ça fait plus de 20 ans. Est-ce qu'ils ont la paix pour autant? Quand ils disaient qu'ils envoyaient 5000 personnes de la Maprobo au Burundi pour protéger les quelques quartiers de Musaga et Mutakura, en rigolant, je leur ai dit, pour débouter le M23, qui était une rébellion bien armée avec des véhicules blindés et des chars, et qui avait un territoire 10 fois plus grand que le Burundi, vous avez envoyé 3000 militaires pour aller se battre contre eux, des Tanzaniens, des Sud-Africains. Parce qu'il y avait d'autres Onusiens, plus de 20 000 qui étaient là, à se la couler douce, depuis 20 ans, et qui ne pouvaient pas chasser le M23. Et maintenant, au Burundi, un pays où il y a des gens, 8 ou 10 personnes qui tirent la nuit, vous dites que vous envoyez 5000. Bon, on a compris que c'est le putsch, c'était pour concrétiser le putsch. Même ceux-là qu'on veut envoyer, c'est pour concrétiser le putsch. Ils ne viendront jamais. Et ça, du haut de cette estrade, je vous le dis, ils ne viendront jamais. Voilà. Merci. J'ai bavardé.